de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion aussi de réfléchir sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Il a dirigé HEC Carthage, la première école de commerce en Afrique. Universitaire, ancien ministre de l'enseignement supérieur en Tunisie, Slim Halbous a connu plusieurs vies avant de relever un nouveau défi, faire rayonner la francophonie dans le monde universitaire international. À la tête de l'Agence universitaire de la francophonie, il lance le pari de lier plus étroitement l'université et la sphère économique, ainsi que les sciences. C'est notre invité du jour. L'Agence universitaire de la francophonie est une organisation qui aide et qui accompagne les universités francophones partout dans le monde, dans les réformes, dans les projets qu'elles ont. Les livres africains prennent le bus. Une fascinante bibliothèque-librairie nomade se promène en Europe avant d'emprunter la route de l'Afrique de l'Ouest. Avant-hier, j'étais à Arles et après j'étais à Tarascon. Tout ça grâce à African Book, donc ça me permet de faire d'excellentes rencontres. En finir avec le chômage des jeunes grâce à des formations professionnelles bien ciblées. Mission réussie avec le collège Selam d'Addis Abeba. Je me suis engagée pour suivre cette formation professionnelle parce que j'étais intéressée par ces techniques et parce que je veux démontrer que les femmes peuvent être elles aussi efficaces dans tous les domaines. Face à la concurrence des grandes maisons occidentales, le secteur de l'édition africaine peinait déjà à se développer. Maintenant touché de plein fouet par l'impact du Covid-19, il connaît depuis 2 ans une baisse de son activité sur le continent. Cette situation, une association française basée à Arles veut y remédier. Parole Indigo, c'est son nom, propose une solution pour le moins original, un African Book Truck ou une bibliothèque itinérante pour promouvoir les auteurs et l'édition africaine. Notre journaliste Lionel Cochois a suivi une partie de sa route. Venu d'Arles, ce car rapide bien connu des Sénégalais ne passe pas inaperçu dans les rues de Paris. Financée par un crowdfunding et des aides publiques, cette bibliothèque-librairie nomade, peinte aux couleurs de l'Afrique, parcourt la France à la rencontre de la population. Il est venu se joindre à Paris-Plage pour aller au-devant des Parisiens. Objectif, proposer une littérature différente made in Africa près de chez eux. L'African Book Truck, c'est l'idée de créer une librairie, bibliothèque mobile qui puisse aller à la rencontre de tout le monde, voilà, aussi bien dans les centres-villes qu'en périphérie, à la campagne, partout. Aller à la rencontre des lecteurs et proposer donc un espace qui est à la fois une bibliothèque où on peut s'installer pour lire sur place, une librairie à l'intérieur du camion, un lieu aussi qui peut devenir un lieu de présence pour les artistes. Un projet issu d'un long travail de réflexion et d'un constat, alors qu'en Afrique francophone, environ 3/4 des livres proviennent d'éditeurs français. En France, la présence de l'édition africaine est pratiquement inexistante. Il nous semble important qu'il y ait un certain rééquilibrage, c'est-à-dire que la multiplicité des auteurs existants sur le continent africain et qui apportent la voix de l'Afrique contemporaine puisse être mieux et plus souvent entendue. Donc Aimé Césaire, Kalsoum, Niobé, enfin voilà. C'est les éditions Coris? Oui, c'est les éditions Coris Livre. Je suis bibliothécaire à la bibliothèque Hergé et on travaille beaucoup avec les enseignants sur les albums africains. Et je suis un peu choquée parce que les albums qu'on propose, donc qui sont édités en France, ne reflètent pas du tout l'image actuelle de l'Afrique. Dans cette librairie, la sélection des auteurs et éditeurs africains issus de maisons d'édition partenaires offre de nombreux avantages. On y trouve un regard souvent plus proche du continent et des histoires plus contemporaines qui reflètent l'Afrique d'aujourd'hui. L'édition en langue régionale permet de toucher également un plus large public. L'idée, c'est aussi de proposer cette image de l'Afrique vivante, de l'Afrique contemporaine, de l'Afrique vivante, de l'Afrique dans toute sa diversité, puisque le continent est vaste et que les cultures sont multiples. Donc c'est aussi une occasion de dialogue avec les parents, avec les enfants, pour que tout le monde puisse mieux connaître les cultures du continent. Ces livres-là, on ne nous les donne pas à l'école.
On ne nous les donne pas tout le temps, l'école, et c'est bien que des personnes comme eux fassent le pas pour qu'on puisse s'instruire. Permettre la découverte de la littérature africaine à un public parfois séparé de sa culture d'origine est aussi l'un des objectifs qui a séduit les institutions partenaires du projet. Un élément qui a enthousiasmé la directrice de Bibliocité, l'opérateur culturel des bibliothèques de la ville de Paris. Ce sont des maisons d'édition africaines qui sont peu diffusées en France, des livres qui sont bilingues, qui permettent à chacun d'accéder à ces cultures-là, de les partager, et pour beaucoup d'entre nous autour du bassin de la Villette aussi, d'accéder à sa propre culture, maternelle ou paternelle. Et donc c'est un croisement de cultures qu'on trouve très important et très enrichissant. L'auteur s'appelle Saliouba. Et il est bibliothécaire à l'Institut français de Conakry. Et c'est vraiment un merveilleux auteur jeunesse et médiateur du livre. C'est quelqu'un de magnifique autour de la littérature jeunesse. Et l'illustratrice s'appelle Irina Combé. Face aux difficultés rencontrées par les auteurs et éditeurs africains à s'exporter hors des frontières, cette librairie nomade mise sur la diffusion de proximité et la communication pour faire connaître les auteurs du continent. Une formule qui possède également de nombreux atouts, dialogue, plaisir et partage sont au rendez-vous. Le livre physique est quand même irremplaçable. D'abord parce que ça devient un lieu de dialogue qu'on partage tout de suite. Et voilà, et que le plaisir de lire les parents avec leurs enfants, nous avec les enfants, c'est autour d'un même livre, c'est quand même un plaisir qui n'est pas comparable. Raconte un conte. Lieu d'échange, cette bibliothèque itinérante propose de découvrir également, à travers des ateliers, rencontres et spectacles autour du livre, la richesse de la création africaine contemporaine. Une caisse de résonance pour ces auteurs africains. C'est une très bonne idée parce que c'est ce genre de projet qui manquait en France. Ce projet African Book Truck, il me permet donc de voir ma production beaucoup plus connue en France. Grâce à African Book, je travaille dans différents endroits. Avant-hier, j'étais à Arles et après j'étais à Tarascon. Tout ça grâce à African Book, donc ça me permet de faire d'excellentes rencontres. L'African Book a déjà conquis les institutions, les festivals. Il poursuivra sa route à travers la France et l'Europe durant 3 ans pour parcourir ensuite l'Afrique de l'Ouest où une maison d'édition ivoirienne reprendra le relais pour continuer à son tour la promotion des auteurs africains. Un retour aux sources pour ce messager de l'édition africaine, un projet de livre pour enfants racontant l'histoire de l'African Book Truck réalisé par l'auteur-illustrateur Christian Epagna devrait également voir le jour prochainement. Je vous le disais en titre, notre invité du jour est un grand spécialiste du monde universitaire. Slim Khalbous, aujourd'hui recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, a présenté le mois dernier à Bucarest, lors du 60e anniversaire de l'AUF, un livre blanc de la francophonie scientifique. Il s'agit d'un document exceptionnel qui structure les 15 000 réponses d'une consultation mondiale. Le recteur Slim Khalbous a expliqué à nos journalistes Laurent Soustras et Lionel Cauchois comment cette consultation inspirait la nouvelle stratégie universitaire francophone. Professeur Slim Khalbous, bonjour. Vous êtes depuis 2020 le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Quelle est exactement la fonction de cette agence ? L'Agence universitaire de la francophonie est une organisation qui aide et qui accompagne les universités francophones partout dans le monde, dans les réformes, dans les projets qu'elles ont. Alors on a 2 catégories d'universités. Il y a les universités dans les pays francophones. Et là, on les accompagne dans toutes les réformes structurelles parce que nous sommes également des partenaires des pays d'accueil pour les politiques éducatives et universitaires. Et puis de l'autre côté, il y a les pays non francophones qui sont également membres de notre organisation. Et là, c'est plutôt pour les accompagner, mais aussi les convaincre de développer des diplômes, des programmes de coopération, de la mobilité avec l'espace scientifique francophone. Donc nous avons ces 2 casquettes qui sont complémentaires, mais qui travaillent tous dans l'espace scientifique francophone. Vous venez de tenir à Bucarest, en Roumanie, la première semaine de la francophonie scientifique. Comment vous est venue l'évidence de ce concept ? On ne pense pas forcément à la francophonie en termes scientifiques. En 2020, l'AUF a dépassé les 1000 membres, entre universités et structures de recherche qui font partie de notre réseau. Et nous sommes devenus donc
très largement le premier réseau universitaire au monde, et il fallait que ça se sache et que ça soit très visible. Il y a une très grande connaissance scientifique francophone, mais qui n'est peut-être pas assez mise en valeur. L'idée, c'est de mettre en valeur ce réseau extraordinaire, de fêter dignement le 60e anniversaire de notre organisation, puisque l'AUF a été créée à Montréal en septembre 1961, et donc en septembre 2021, nous faisons exactement 60 ans. En même temps, il y a une adhésion de plus en plus forte de plusieurs pays de l'espace francophone ou de l'espace francophile à l'idée de coopérer ensemble dans un espace scientifique commun. Tous ces éléments ont fait qu'il fallait conjuguer tous ces événements pour en créer un qui soit vraiment impactant et qui laisse des traces. Nous avons lancé les premières assises de la francophonie scientifique pour donner du contenu à la francophonie scientifique. Parce que c'est un concept qui est fédérateur, qui est relativement nouveau, même si on en a parlé avant, mais ça n'a pas été vraiment retenu comme un concept fédérateur. Donc on l'a remis au premier plan. Alors, et puis, on a regroupé les ministres de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la recherche un peu partout dans l'espace francophone. Et ça a été d'ailleurs une très belle participation. Nous avons dépassé les 30 ministres, dont la moitié en présentiel. En temps de pandémie, aujourd'hui, c'est un petit exploit. Mais c'est tout l'enthousiasme qu'on a vu avec les ministres pour une coopération très étroite dans l'espace scientifique francophone. Au cours de ces journées à Bucarest, vous avez présenté un livre blanc de la francophonie scientifique et de la nouvelle stratégie 2021-2025. Comment la définissez-vous? Ce livre blanc a été un des moments forts en émotion et en contenu lorsqu'on a dévoilé en avant-première mondiale le livre blanc de la francophonie scientifique. Comme je vous disais, on cherche à donner du contenu à ce concept intéressant de francophonie scientifique. Mais qui pouvait donner du sens à ce concept? Ce sont les acteurs du système éducatif universitaire. Et ce sont ces acteurs que nous avons interrogés, avec qui on a conversé pendant plusieurs mois. On a appelé ça la consultation mondiale pour la francophonie scientifique. On a interrogé des étudiants, beaucoup d'étudiants. On a interrogé les enseignants, les dirigeants universitaires, des recteurs, des doyens, des présidents d'universités. Nous avons interrogé les politiques qui font l'éducation, des ministres de l'éducation, de l'enseignement, des députés, des choses comme ça. Et puis, beaucoup aussi la société civile pour travailler sur l'ouverture de l'université sur l'environnement, des associations savantes, des associations, des agences d'accréditation, toutes les organisations qui tournent autour du système éducatif universitaire. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. 15 000 réponses venant de plus de 75 pays. Et donc, une richesse des données incroyable. Et on s'est dit, ça vaut la peine que ça soit mis dans un ouvrage, analysé, structuré. Et la force de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est que ce travail scientifique de très haut niveau, nous sommes sincèrement fiers de cet ouvrage que nous mettons gracieusement à la disposition de tous les universitaires qui sont intéressés. Ils peuvent le télécharger gratuitement sur le site de l'AUF. Et ce document a structuré toutes les réponses de nos interlocuteurs par rapport aux besoins, aux priorités qu'ils avaient, aux contraintes qu'ils avaient, aux espérances qu'ils avaient par rapport à l'espace scientifique francophone. Donc c'est vraiment un livre qui fera date. Je l'espère que ce sera un livre de référence parce qu'il donne un vrai panorama de tout ce qui se fait. Et il a déjà servi. Il a déjà servi parce que la nouvelle stratégie que nous avons proposée et que nous avons maintenant validée dans le cadre de notre Assemblée générale ici à Bucarest a été basée essentiellement et construite autour des doléances, autour des priorités exprimées par nos membres. Voilà pourquoi un livre blanc. Et donc ce livre blanc, il est à disposition de tout le monde pour qu'on puisse en discuter. Ce livre blanc présente des thèmes et présente aussi des fiches pays. Les fiches pays, c'est une analyse fine par région ou par pays spécifique sur les spécificités du système éducatif universitaire. Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Pour nos 175 000 entreprises clientes en Afrique, nous sommes mobilisés. C'est vous l'avenir, Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Et si le problème du chômage des jeunes Africains trouvait aussi sa solution dans l'enseignement technique et professionnel?
C'est le pari du collège professionnel Selam. Cette structure a été créée par une ONG éthiopienne pour offrir aux jeunes la possibilité de suivre une formation professionnelle. Aujourd'hui, elle a noué des partenariats avec une cinquantaine de sociétés pour placer ces jeunes. À noter, un tiers des 600 étudiants sont des femmes et plus de la moitié d'entre elles n'hésitent plus à se tourner vers les métiers de l'électricité ou de l'équipement lourd. Kumera Gemeshu et François Baudry ont été à la rencontre de cette école socialement engagée. La Banque mondiale estime à plus de 10 millions le nombre de postes qui ne peuvent pas être pourvus en Afrique, faute de techniciens. Autant de jeunes qui auraient pu passer du statut de chômeur à celui de salarié. Un constat partagé par la Commission du développement humain de l'Union africaine qui veut accélérer l'éducation technique et la formation professionnelle sur le continent. La position de l'Union africaine a été largement soutenue par les ministres de l'Éducation réunis ici à Addis Abeba lors de la première réunion du comité d'enseignement technique et professionnel. Et comme pour encourager cette prise de conscience, 10 jeunes sélectionnés à l'échelle du continent, pour leur efficacité et leur gouvernance, ont pu présenter leurs propres projets en assemblée plénière avant d'être récompensés lors d'une cérémonie de remise des prix. Des prix pour valoriser leur initiative, mais pas seulement. Ces récompenses sont très importantes parce qu'elles sont une manière de démontrer qu'il y a eu un changement de paradigme en ce qui concerne la formation et l'éducation technique et professionnelle en Afrique. C'est précisément la réponse qu'il faut développer pour prendre en charge cette explosion démographique des jeunes en Afrique, pour en faire un plus d'un point de vue économique et social. Nos jeunes auront la possibilité d'obtenir le savoir qu'il faut, pas simplement pour chercher du travail, mais pour devenir eux-mêmes des créateurs d'emplois. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces lauréats. Le Selam College est installé dans la banlieue d'Addis Abeba. Depuis 20 ans, il s'est engagé sur la voie de la formation technique et professionnelle avec une approche sociale très affirmée. Et la majorité des étudiants trouvent un emploi à la sortie ou d'autres veulent créer leur propre entreprise. Je me suis engagée pour suivre cette formation professionnelle parce que j'étais intéressée par ces techniques et parce que je veux démontrer que les femmes peuvent être elles aussi efficaces dans tous les domaines. Quand je sortirai de l'école avec mes diplômes, je veux lancer ma propre activité en ouvrant un garage de réparation de voitures. J'apprends ici comment entretenir la mécanique des poids lourds et des engins de terrassement. Quand j'aurai fini ma scolarité, je veux travailler pendant un moment comme employé dans une entreprise. Mais après avoir travaillé en tant que salarié, je veux créer, si Dieu le veut, mon propre garage. Créé en 1989 par l'ONG éthiopienne Le Village des Orphelins, le Selam College était à l'origine un établissement dont l'objectif était de donner aux enfants de son village qui les avaient vus naître et grandir une formation technique et professionnelle pour qu'ils trouvent un emploi. Victime de son succès, Selam College a poussé les murs des salles de cours et des ateliers devant les demandes qui affluent de toute la région. À sa création, 19 jeunes suivaient les premiers cours. Aujourd'hui, l'établissement compte 430 étudiants qui bénéficient d'une formation gratuite avec 70 professeurs. Le centre Selam a fait beaucoup de progrès depuis ses débuts. Selam avait commencé avec la formation de base sur les techniques de soudure. Maintenant, nous avons 11 filières. Et ces filières, du niveau 1 au niveau 4, sont reconnues par le ministère de l'Éducation. Grâce à des partenariats avec des industriels comme Volvo, Selam College a aujourd'hui les moyens de ses ambitions tout en conservant une dimension humaine très particulière. Les meilleurs anciens élèves deviennent eux-mêmes enseignants ou travaillent pour l'atelier de fabrication de l'établissement pour des clients extérieurs. J'ai commencé à étudier la gestion pour les produits d'ingénierie métallique il y a 3 ans. À la fin de ce cursus, j'ai décroché mon diplôme d'évaluation nationale. Parce qu'à chaque niveau, il y a un examen. Je les ai réussis et je suis diplômé du Centre de formation technique et professionnelle de Selam. Je viens de commencer à travailler sur cette machine. S'il n'est pas facile d'être accepté dans l'établissement, très convoité aujourd'hui par des centaines de jeunes Éthiopiens,
les dirigeants du collège veulent aussi donner la chance aux filles, souvent absentes de ces métiers techniques. Nous sommes très attentifs au rôle des femmes parce qu'en Éthiopie, dans la plupart des cas, les femmes restent à la maison. Nous faisons tout pour persuader les femmes qu'elles doivent venir s'instruire et suivre des formations techniques. Au Kenya, en République démocratique du Congo, au Sénégal ou au Botswana, les histoires comme celle du Selam College se multiplient dans toute l'Afrique. Souvent parties d'un groupe de jeunes décidés à échapper au chômage, elles font bouger les lignes et réussissent à mobiliser peu à peu les acteurs économiques et politiques. Nous retrouvons maintenant notre invité Slim Halbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Il nous parle du manifeste de Bucarest qui veut instaurer une diplomatie scientifique francophone et qui devrait être prochainement signée. Vous parliez de doléances. Quelles sont les doléances qui vous ont le plus frappé, à vous personnellement? C'est très facile de vous répondre d'une manière générale. Pourquoi? Parce que les 5 axes sur lesquels l'AUF va travailler prioritairement entre 2021 et 2025 sont les axes qui sont les plus cités dans la consultation mondiale, donc qui figurent dans le livre blanc. Ces axes sont essentiellement l'internationalisation des universités, le réseautage, le partenariat, l'employabilité et l'entrepreneuriat, et c'est ressorti comme un grand défi de la plupart des pays du Sud aujourd'hui, parce que pendant des années, on a rêvé d'avoir plus de compétences, on a rêvé d'avoir plus de jeunes à l'université. Et finalement, l'Afrique, par exemple, a fait des efforts énormes pendant 15-20 ans pour avoir beaucoup plus de jeunes à l'université. Le paradoxe, c'est qu'au bout de ces années d'efforts, on se retrouve avec un taux de chômage de diplômés encore plus élevé. Parce qu'on n'a pas su gérer la massification, parce que la qualité n'a pas forcément suivi la quantité. Il y a un tas d'éléments comme ça, de questions très importantes pour nos pays d'hôtes et qui sont au cœur aujourd'hui de notre stratégie, l'employabilité des diplômés. Ensuite, la transformation numérique. Évidemment, tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce que la crise est passée par là et même les plus sceptiques maintenant sont convaincus. Mais il s'agit de savoir comment le faire. Comment le faire. Parce qu'on parle souvent de la transformation numérique par rapport à la continuité pédagogique, c'est assez classique, l'enseignement à distance, pour ne pas interrompre les cours. On parle aussi de la transformation numérique dans la recherche, pour que la recherche améliore l'utilisation des technologies. Mais on oublie aussi un troisième élément qu'on a incorporé dans la stratégie, c'est celui de la gouvernance. Les structures universitaires, dans les pays du Sud notamment, qui ont des difficultés parfois à la gestion lourde, administrative, etc., mettre en ligne, utiliser à distance les nouvelles technologies pour faciliter les procédures, pour faciliter l'approche de gestion des établissements, c'est aussi quelque chose qui a été plébiscité et nous l'avons également introduit dans la stratégie. Donc l'internationalisation, le partenariat, l'employabilité, l'entrepreneuriat, la transformation numérique et la gouvernance sont des éléments très importants. Un autre axe, et qui ressort très nettement dans l'enquête, c'est la recherche. Mais pas n'importe quelle recherche. C'est la recherche qui apporte des solutions à nos pays. La recherche, certains l'appellent appliquée, d'autres appellent la recherche action, bref, la recherche et développement. Alors, il y a d'autres organismes qui s'intéressent à la recherche fondamentale, académique, classique, et c'est très bien, et c'est ainsi parce qu'il en faut aussi. Mais nous, en tant qu'agence de développement, on aide les universités et les pays à développer leur système éducatif universitaire. Nous devons nous concentrer sur ce que peut apporter comme solution au pays les universités. Le rôle économique des universités est souvent sous-exploité, pas assez mis en valeur dans beaucoup de pays, notamment les pays émergents. Et donc, notre rôle, nous, en tant qu'AUF, c'est d'aider les universités à mettre en lumière leurs capacités, leurs compétences, également économiques. On nous voit souvent, nous, les universitaires, comme des gens intéressants en termes de formation des jeunes, la dimension sociale également, mais pas assez la dimension économique. Or, la dimension économique est très importante. Aujourd'hui, beaucoup de réponses que cherchent les entreprises, ils peuvent les trouver à l'université, mais ils ne vont pas chercher à l'université. Ils vont chercher ailleurs, peut-être des fois dans des pays étrangers, alors que dans leur propre université, des universités du Sud, des universités à côté de leur entreprise, ont la solution. Mais on ne se parle pas. Les laboratoires travaillent dans un coin, les entreprises ont des problèmes et s'adressent ailleurs, et c'est cette mise en commun entre le monde économique et le monde universitaire, dont on parle depuis des années. Mais nous, on a proposé des solutions très pragmatiques pour les mettre en commun.
Les ministres participant à cette semaine ont signé le manifeste de Bucarest. De quoi s'agit-il concrètement? L'AEF veut travailler de manière différente avec les pays d'accueil. Au-delà de l'aspect scientifique pur, avec les universités, avec les structures éducatives universitaires, on veut travailler avec les États, les gouvernements, sur leur politique éducative et universitaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que lorsqu'on est en contact avec les décideurs politiques, on est plus efficace dans nos actions parce qu'on propose des projets qui sont en phase avec les priorités des pays d'accueil. Et donc, on propose un manifeste qui explique une politique de diplomatie scientifique francophone commune à l'espace francophone. Et ça ne pouvait se faire qu'avec les ministres en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Donc, on leur a proposé cette mise en commun. Ils ont accepté et avec grand plaisir. Et donc, c'est une belle œuvre que ce manifeste. Alors, il n'est pas tout à fait signé parce qu'il est en co-rédaction. Nous l'avons décidé lors de cette réunion. Nous allons publier ce manifeste et je l'espère, il sera une des pièces intéressantes dans le cadre du sommet de Djerba. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Slim Halbous ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.